Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le mardi 15 mars. Parmi les titres de ce JT, les sports de glace accessibles aux personnes handicapées. Vous assisterez à la présentation à la patinoire de Troyes et par l'UTT d'une luge, une écoluge destinée à des activités ludiques mais aussi à la rééducation. À voir aussi un reportage à la médiathèque de l'agglomération troyenne, les images d'une exposition réalisée avec le concours de la Bibliothèque nationale de France. Le thème chrétien de Troyes et la légende d'Arthur. Et puis du football avec des nouvelles des U19 de l'Estac. L'équipe de juniors du club troyen se prépare pour son 8e de finale de Coupe Gambardella. Ce sera dimanche face à Valenciennes. La Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France des jeunes. Un trophée que les Troyens attendent maintenant depuis 1956. Mais on commence ce journal par les images d'une flash mob, une mobilisation éclair devant l'hôtel de ville de Troyes aujourd'hui. Une quarantaine de militants anti-nucléaires s'est retrouvée vers 13 h. Il s'agissait de la déclinaison locale d'un mouvement national. Les manifestants voulaient exprimer, avec une minute de silence notamment, leur solidarité avec le peuple japonais après la suite d'explosions dans la centrale nucléaire de Fukushima. Les militants exigent la sortie du nucléaire civil et militaire. En France comme partout dans le monde, Cyril Tavernet a rencontré Maryse, l'une des participants au mouvement de ce midi. On l'écoute. D'abord, je veux me montrer que je suis solidaire avec les Japonais qui sont en mauvaise posture suite aux événements climatiques et puis aussi aux problèmes qui sont dans les centrales, qui sont nombreuses sur leur territoire. Et en fait, je viens aussi pour dire que je ne suis pas d'accord avec le tout nucléaire, le choix qui a été fait au niveau de la France. Je pense que, si vous voulez, je réagis par rapport aux générations futures, à mes enfants, mes petits-enfants, et puis je dirais toutes les personnes sur la Terre. Et je trouve que si on ne réagit pas maintenant, trop tard, on aura les conséquences et on se dira, oui, on aurait pu réagir à telle époque pour inverser le cours des choses. Permettre aux personnes handicapées d'accéder au sport de glace, c'est le but de l'écoluge. Le concept a été développé à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, et présenté tout dernièrement à la patinoire des Trois Seines. À l'occasion de cette présentation, 3 prototypes de la luge ont d'ailleurs été remis à des associations du Grand Troyes. L'opération a été baptisée Solidaire on Ice. Reportage à la patinoire, Martial Roche. Et si les plaisirs de la glace n'étaient plus réservés aux seuls valides? C'est ce que rend possible une invention qui devrait être commercialisée dans le courant de l'année, la handiluge, une invention d'un chercheur de l'Université de technologie de Troyes. Le principe est simple, un siège est monté sur des lames plus ou moins similaires à celles des patins à glace, avec un système de suspension permettant au siège de s'incliner et de tourner. La luge devrait s'adapter à beaucoup de handicaps. Il faut avoir l'usage de ses bras. Des personnes non-voyantes peuvent l'utiliser aussi parce qu'on peut accrocher les luges, donc avoir un duo voyant-non-voyant. Et puis si vous avez par exemple une personne qui est vraiment tétraplégique, à ce moment-là on peut faire une chenille, une luge avec une personne devant qui utilise ses bras, la personne tétraplégique au milieu et la troisième derrière. Et vous avez comme ça une petite chenille qui permet de se déplacer. La handiluge était présentée vendredi dernier à la patinoire des Trois Seines en présence de François Barouin. Il faut dire que ce projet est un partenariat local. Développé à l'UTT, la luge est produite par la société Rotoplus, implantée en Ardennes. Sous le parrainage de Zoé Blanc et Pierre-Loup Bouquet, champion de France de danse sur glace, la fondation Transdev s'est investie dans le projet et a financé la production de 3 luges offertes à des associations troyennes, Handivalide, le club Handisport troyen et le club de patinage artistique de Troyes. Nous avions déjà travaillé avec une association locale qui s'appelle Handiquad Solidarité, qui connaissait M. Romer donc de l'UTT, le concepteur de l'écoluge, qui l'a vivement recommandé auprès de nous, auprès de la fondation Transdev, pour présenter ce projet qui correspondait entièrement aux souhaits de la fondation de développement en faveur des personnes, entre autres, à mobilité réduite. La luge est en plus une écoluge, elle est entièrement démontable pour permettre son transport, mais aussi, plus tard, son recyclage. Ne reste plus qu'à inventer un système pour s'y installer.
Et une écoluge coûte de 900 à 1200 €. C'est un événement de portée nationale, voire internationale. La médiathèque du Grand Troyes organise jusqu'au 30 juin une exposition sur Chrétien de Troyes et la légende du roi Arthur. À découvrir des manuscrits et des objets extraits de la Bibliothèque nationale de France, du musée de Cluny et des fonds au bois, évidemment, comme les archives départementales. La visite guidée de cette exposition autour du fondateur du roman est signée Annabelle Millet. Des manuscrits fabuleusement enluminés, un ciboire, des imprimés illustrés par Gustave Doré, un aume et une épée. L'exposition associant Chrétien de Troyes et Arthur lève le voile sur 8 siècles de romans dits arthuriens et sur l'apport littéraire considérable de Chrétien de Troyes. L'exposition, comme son titre l'indique, reflète notre désir d'inscrire ce projet dans le souvenir et dans le passé de la Champagne. Son patrimoine littéraire et en particulier, évidemment, évoquer la personnalité et l'œuvre de Chrétien de Troyes. Alors chacun sait que Chrétien de Troyes se nomme lui-même Chrétien de Troyes dans l'un de ses romans, mais nous n'avons pas de certitude pour affirmer qu'il a véritablement vécu ou qu'il serait né ici, mais nous aimons y croire et nous avons suffisamment de preuves par ses liens avec la cour de Champagne. C'est pour Marie de Champagne que Chrétien de Troyes composait notamment Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, qui compte les amours de ce chevalier de Guenièvre. Mais outre cette découverte littéraire, la médiathèque a souhaité mettre en avant l'histoire et le patrimoine que les 76 pièces exposées représentent. L'exposition permet de remonter les siècles, depuis le XIIe siècle, c'est-à-dire il y a 800 ans maintenant, et de découvrir des documents qui s'enrichissent, qui s'étoffent, dont les matériaux vont évoluer, dont les techniques vont également évoluer. On part de textes écrits sur une colonne pour arriver aux premiers imprimés, en passant par les différentes variations des manuscrits. On voit des illustrations qui s'étoffent au fur et à mesure, qui gagnent de l'espace, qui occupent de plus en plus la page jusqu'à ces fameux vélins. Des vélins délicatement enluminés, des manuscrits uniques et précieux. On émerveille d'un seul coup le visiteur avec des manuscrits du XVe siècle, faits pour de grands seigneurs qui étaient des bibliophiles, qui se faisaient copier ces manuscrits de la légende arthurienne et qui les faisaient enluminer avec des couleurs superbes, avec de très grandes enluminures, avec une finesse de trait, une invention dans la composition. Bref, ce sont des enluminures très très belles. Parallèlement à l'exposition à la grande salle de la médiathèque, de nombreuses animations sont prévues autour de Chrétien de Troyes, d'Arthur ou du Moyen-Âge plus largement. Notamment, premier grand rendez-vous, un colloque intitulé Mémoires arthuriennes du 24 au 26 mars prochain. Et pour connaître en détail la dizaine d'animations prévues autour de l'exposition, direction le site internet de la médiathèque, le www.médiathèque-aglo-3.fr. C'est une tradition chaque année, la visite des reines des foires de mars aux enfants hospitalisés à Troyes. Cheyenne, la reine des foires 2010, et Cassandra, la reine actuelle, ont distribué cet après-midi peluches et autres confiseries aux jeunes patients de l'hôpital. Un moment d'éclaircie dans un ciel pas toujours bleu pour les enfants, mais aussi pour le personnel soignant. C'est l'occasion de mettre entre parenthèses la maladie. Écoutez Cassandra, la reine des foires 2011, sa maman, ainsi que Maxime, un des enfants rencontrés par ces reines. Ça fait plaisir, on essaye de donner un peu de bonheur aux enfants. On essaye de les faire un peu rêver, les petites filles surtout, quand ils voient les robes. Ça les fait rêver, ça leur fait plaisir. Des bonbons, des peluches, ça leur donne un souvenir quand même. C'est un geste pour les enfants malades. Voilà, un enfant malade, ça fait toujours mal au cœur. Alors si on peut lui donner un petit peu de bonheur, on lui offre une peluche, une petite pomme d'amour, quelque chose, ça fait plaisir. Elle t'a apporté quoi? Une pomme d'amour et une peluche. Ok. Et ça t'a fait plaisir? Oui. Et tu vas la manger tout de suite, la pomme d'amour, ou tu vas attendre un peu? Je vais attendre un peu. Allez, on referme ce journal par les sports et du football. Les U19, les moins de 19 ans de l'Estac, préparent leur 8e de finale de Coupe Gambardella. La Coupe de France des jeunes, ce sera dimanche face à Valenciennes. Tous ces jeunes footballeurs n'ont qu'un rêve, évoluer au Stade de France le jour de la finale. Mais le chemin est encore long, surtout lorsque l'on sait que le club troyen n'a gagné qu'une seule fois l'épreuve. Reportage David Mutel.
Quand on évoque la coupe Gambardella à l'Estac, on fait évidemment référence à l'épopée fantastique de 1956 et la STS et du succès qui en suivit. Alors, évidemment, lorsque l'équipe dirigée par Emmanuel Bauchet a commencé à aligner les succès dans cette compétition, l'histoire a refait surface. On m'en parle de temps en temps par l'intermédiaire de Carlos Cassis, qui est la mémoire du club. Donc évidemment, ce parcours reste symbolique pour le club et tous les ans on rêve de reproduire ce genre d'exploit, on va dire. L'attente des supporters est très grande, ils rêvent de successeurs aux coéquipiers de Marcel Artelleza. Alors forcément cela met un peu de poids sur les épaules de ces jeunes footballeurs. Au fur et à mesure du temps qui passe, ça monte un petit peu, mais bon, on va pas trop se mettre de pression quand même, c'est un match comme un autre, on va l'aborder comme il le faut. Pourtant la pression, ils l'ont depuis qu'ils ont éliminé le finaliste de l'édition précédente, le FC Sochaux Montbéliard. Ce succès a alimenté les rêves de finale de Kitambala et ses copains. On y pense, mais bon, on reste humble, mais on y pense, c'est vrai. Dans le coin de nos têtes, on pense au Stade de France, on pense au délire, tout ça, mais il faut rester sérieux et voilà quoi, petit à petit. Kitambala ne perd pas non plus de vue que la Gambardella est une vitrine magnifique pour tous ces jeunes joueurs à la recherche de leur premier contrat pro. Comme tout le temps, on s'entraîne à côté des pros, ils viennent nous voir le week-end, donc ouais, c'est un moyen de chacun individuellement et collectivement de se montrer, quoi. La Gambardella elle sert à ça aussi. Quand on voit dans les autres clubs certains qui vont en finale ou qui vont loin et qui arrivent à titiller les pros, ça nous donne envie, nous aussi, de faire pareil, quoi. Cela fait maintenant 14 ans que les Troyens n'ont plus franchi l'étape des quarts de finale. À l'époque, les joueurs de l'attaque avaient chuté contre Montpellier. Et coup d'envoi de ce 8e de finale dimanche, donc à 15h au terrain tout temps du complexe Henri Terré. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. Tout de suite Sandra Durupt pour la météo. Demain, Mathieu Mercier de retour à la présentation du JT. Bonne soirée, à très bientôt sur Canal 32.